20 سنة وهي معايا. معايا الصباح وحشية. معاها مكونيكتي بزاف وديما. هابي بيرثداي موبيليس، اهدر وكونكتي مع 20. معكم موبيليس تحتفل بسنة ال20 وجابت لكم 20 الهدرة و SMS غير محدودة لحوا كل الشبكات و80 جيجا انترنت صالح 30 يوم ب 2000 دينار برك. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Saha aïdkoum, kullu am wa antum bikhair. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie en direct pour, comme chaque dimanche, bien sûr, poursuivre avec nous votre émission sportive du dimanche, Weekend Sport. Pour ce 31e numéro de Canal Foot, pas de Weekend Sport, désolé, c'est un lapsus Abdelnour, donc de Canal Foot, on parlera de Coupe d'Algérie, le dernier match des huitièmes de finale, ainsi que les quarts de finale. On parlera aussi en fin d'émission de la 22e journée de Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. On rappellera une date historique, celle, le 66e anniversaire de la création de la glorieuse équipe du FNN. On essaiera d'avoir sur Skype tout à l'heure le fils d'un des pionniers de cette glorieuse équipe, co-entraîneur et même fondateur, joueur aussi. Je parle de feu Saïd Haddad qui était co-entraîneur avec Mokhtar Haribi, Allah yarhamhum. On aura aussi le plaisir de parler de la Ligue nationale de football 6 mois après l'arrivée du nouveau bureau fédéral sous la houlette de monsieur Walid Sadi à la tête de la Fédération algérienne de football. Tous ces sujets seront décortiqués par toute l'équipe de Canal Foot, mais pas que, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau ce soir le vice-président de la Fédération algérienne de football chargé de la Ligue nationale de football, monsieur Mohamed Amin Meslouk. Président, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Fatah, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je suis très ravi d'être avec vous ce soir, ainsi très ravi d'être avec monsieur Mzen Eril, monsieur Abdelnour Kawa ainsi que monsieur Touzi. Donc c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Eh bien, le président m'a devancé avant de présenter toute notre équipe. À ses côtés, justement, M. Aniril, consultant à la télévision algérienne. M. bonsoir. Saha aïdek. Bonsoir à tous, Saha aïdkoum, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Canal Foot. En face de lui, le gardien du temple, l'ange blanc, comme on l'appelle, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Coup de flatterie, mon cher ami. Bonsoir Fatah, bonsoir à nos amis téléspectateurs et Saha aïdkoum. Et j'espère qu'on passera une bonne heure et demie dans cette émission. Inch'Allah, on la passera. Et juste à côté, notre coach, le consultant de la télévision algérienne de Canal Algérie, Djilali Touzi. Djilali, bonsoir et Saha aïdek. Bonsoir Fatah, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à notre invité de marque. On va essayer de profiter au maximum aujourd'hui. Eh ben, on essaiera. Merci messieurs d'être là. On y va tout de suite pour notre première rubrique, les 3 points de Kawa. Jingle, les 3 points de Kawa. Alors Abdelnour, Ramadan révolu, je ne sais pas si notre ange blanc nous a trouvé les 3 points de cette semaine. Il va nous surprendre avec ces points. Il n'y a pas de surprise, hein, puisque ce sont des événements qui se sont déroulés au cours de cette semaine. Donc je commencerai bien évidemment, aujourd'hui c'est le 14 avril, nous fêtons la 66e date. 66e anniversaire de la création de l'équipe FLN. Une équipe dont on parlera ad vitam aeterna. Le rôle, cette équipe a joué un rôle énorme et très important dans
dans notre guerre de libération, tout en étant ambassadeur de l'Algérie, principalement dans les pays de l'Est et surtout en Asie. Donc ils ont prouvé que c'était... D'abord, il faut reconnaître que ça a été un très grand sacrifice d'avoir quitté leur club, d'avoir rejoint cette équipe, cette glorieuse équipe. Malheureusement, il n'en reste plus que 3. On leur souhaite longue vie. Et donc, je tenais particulièrement à dire que c'est une équipe qui a... On ne peut pas parler de la révolution algérienne sans parler de l'équipe FLM. Hein. Donc, ils ont joué un rôle très important. On rappelle que les 3 sont Rachid Makhloufi, Dahman Defnou et Mohamed Maouch. Et Mohamed Maouch. Donc, Allah yarham li matou. Et puis, longue vie aux 3 restants. Et d'autant plus que j'avais appris que Rachid Makhloufi était très souffrant. Donc, Rabbi Shafé, Inch'Allah. Rabbi Shafé, Inch'Allah. En deuxième position, c'est un peu... Vous savez, cette Coupe d'Algérie en définitive, il y a eu le premier match de Coupe qui s'est joué au stade de Tchaker, entre le Mouloudia et Zaouia. Un stade qui avait été tout à fait renouvelé pratiquement à fond. C'était l'inauguration. L'inauguration, il y a eu une folie des supporters qui ont pratiquement cassé plus de 11 000 sièges. Et ça s'est passé également lors du match du CRB contre Mostaganem, au stade de Shahid Hamlaoui à Constantine. Et ce qui est un peu navrant, c'est que ce qui s'est passé, c'est entre supporters du CRB. Ouais. Donc il y a également des sièges, il paraît qu'il y a plus de 1000 sièges qui ont été cassés. Donc c'est un peu une coupe... on avait l'habitude de voir ça en championnat. En championnat, grâce à Dieu, il n'y a pas eu tellement de gros débordements. Mais là, c'est le deuxième et ça commence à être un peu inquiétant. Et je pense qu'il vaut mieux prendre des sanctions très sévères concernant ces galeries. Donc ça, c'était le deuxième point. Puis le troisième point, ça concerne toujours la Coupe d'Algérie. Nous avons vu la qualification du CSC et du CRB très très difficile. Après avoir fait match nul, une équipe 3-3, la seconde 0-0, ça s'est terminé au pénalty. Donc on aura droit, il reste encore des matchs. Hein. À l'instant même, il y a le Mouloudia qui joue contre Tlemcen. Ouais, à la demi-heure de jeu, ils sont à 0-0. Il y a encore le match de l'USMA contre Biskra. Le mardi. Donc si jamais on continue comme ça, on va avoir des demi-finales très très... elle sera composée, la majorité des équipes, de division 1. Donc ça s'annonce de bon augure. Donc on assistera certainement à une finale extraordinaire cette année. Voilà, donc je profite, Abdenour, vous avez parlé d'un point. Président, je saute sur l'occasion, ce n'était pas prévu, mais je saute sur l'occasion. Abdenour a parlé des dégâts au niveau des stades. C'est malheureusement une vérité, c'est malheureusement ce qui se passe à chaque fois, des stades rénovés, à neuf, récupérés, inaugurés, réinaugurés, si je peux le dire. Ensuite, des dégâts. Est-ce que la fédération, vous êtes vice-président, et aussi la Ligue nationale de football, est-ce qu'il serait possible de, je ne dis pas pénaliser, mais responsabiliser quand même les clubs dont les supporters ont été responsables de ce genre de comportement? Vous avez bien dit que c'est bien dommage d'en arriver là, parce que c'est des infrastructures qui appartiennent au peuple algérien. C'est des bijoux, on a des bijoux, des stades qu'il faut préserver. Nous, de notre côté, on essaye d'aller vers la sensibilisation avant d'être dans le sens que la politique de la fédération, au début avec notre arrivée, la stratégie du président aussi, c'est de laisser le public profiter du spectacle. Et on a vu à la phase aller un engouement des supporters et ils nous ont fait plaisir aussi dans les tribunes. Malheureusement, ces derniers temps, on a vu des choses qui font un peu mal. Donc, de ce fait, on lance un appel à la sagesse, à supporter leur équipe, à sauvegarder ces biens-là, parce que c'est eux qui vont profiter de ces stades. Donc, voilà. Et à notre tour aussi, on se joint à vous pour faire un appel à tous les supporters de tous les clubs. Les stades vous appartiennent, les gradins vous appartiennent, ils sont faits pour vous. Tâchez de les préserver, supportez votre équipe, chantez, faites ce que vous voulez, mais pas de casse, s'il vous plaît, de grâce, pas de casse. Le seul perdant est le football national. Voilà.
c'était les 3 points de Kawa. On passe à la rubrique suivante, Coupe d'Algérie, jingle Coupe d'Algérie. Voilà, et avant de passer au quart de finale, c'était le vendredi, l'USM Alger, le jeudi, vendredi plutôt, l'USM Alger a joué ses 8e de finale face au RC Bougaa. On voit ce sujet préparé par Sarah Derbel et on revient au débat. 7 buts impressionnants qu'a inscrit l'USM Alger, illustrant sa domination totale et sa capacité à faire trembler les filets adverses avec une efficacité redoutable. Les enfants de Sostara se sentent facilement qualifiés pour les quarts de finale de Dame Coupe, après avoir battu le RC Bougaa. Et c'est après 40 minutes de jeu que le capitaine usmiste Zinedine Blaïd ouvre le score, sur une jolie tête, après un corner. L'équipe adverse a tenté de revenir au score, mais manquait d'efficacité devant les buts. Score à la mi-temps, 1-0 en faveur de l'USMA. Dès le retour sur le terrain, les Rouges et Noirs aggravent la marque grâce à Bellatrash. Sept minutes plus tard, Jahnit inscrit le 3e but pour les Algérois. « 68e minute de jeu, Belkacmi offre un 4e but pour les usmistes. Le 5e but est marqué par le Malien Kanou à la 74e minute de jeu. Belkacmi s'offre un doublé en inscrivant le 6e but pour les protégés de Garrido. Et enfin Kanou fait comme son coéquipier et inscrit son 2e but dans ce match, soit le 7e pour les gars de Sostara, qui terminent cette rencontre sur un score fleuve de 7-0 devant le Petit Poucet, qui n'a pas pu résister aux champions d'Afrique en titre. Grâce à cette belle victoire, l'USM Alger bat son record de 19 buts en Coupe d'Algérie en 1964, avec un total de 20 réalisations avant la fin de la compétition. Les usmistes affronteront ce mardi l'US Biskra en quart de finale au stade 19 mai 56 de Annaba. Belle, on sentait Abdelnour, elle a bien précisé qu'il y avait un record, le record de nombre de buts avant la fin de la compétition. Mziane Iril, une balade de santé de l'équipe de l'USM Alger. Je crois on s'y attendait un peu. C'est déjà avec beaucoup de mérite que Bougaa soit à ce niveau-là et la différence a été très nette et je crois que l'USMA a joué le jeu. Ils ont respecté l'adversaire, ils ont joué et puis ils ont mérité leur qualification compte tenu de la grosse différence qu'il y a entre ces deux équipes. Oui, tout à fait. Et Gilali, c'est vrai que Bougaa a tout le mérite, comme le disait Mziane Iril, d'arriver là, d'aller au 5 juillet, de jouer l'USM Alger. N'oublions pas qu'il joue le détenteur du titre de champion de la CAF et de la Super Coupe. Le fait d'avoir joué déjà un club mythique, dans un stade mythique, c'est déjà pour eux, c'est du bonus. Donc sur le plan technique, ils ont tenu 40 minutes. En deuxième temps, ils ont fléchi. Sur le plan physique, ça a permis à cette équipe de l'USMA de faire un turnover aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué jusqu'à maintenant. Donc ça leur permet d'avoir du volume de jeu. Ça leur permet d'avoir du volume de compétition. Donc je dirais que c'est un match à sens unique et la victoire, elle est amplement méritée. Faudrait-il encore que l'USM Alger confirme le mardi? Rappelons que le mardi, l'USM Alger jouera l'US Biskra en quart de finale pour voir qui est l'équipe qui complétera le carré, bien sûr, avec le Mouloudia et le Wat Tlemcen aujourd'hui. L'USMA a le match des quarts de finale mardi. Ils joueront les demi-finales de la Coupe de la CAF dimanche. Donc, en l'espace de 8 jours, ils ont 3 matchs. Donc, c'est pour ça qu'il a fait
tourner l'effectif. Tout à fait. Voilà. Et alors, on passe à un autre sujet. Tout à l'heure, Abdelnour Kawa parlait du 66e anniversaire de la création de la glorieuse équipe du FLN, rappelant que c'est au prix de beaucoup de sacrifices que ces joueurs-là, des professionnels, qui ont laissé, j'allais dire, de côté leur carrière pour aller défendre les couleurs nationales. Je ne sais pas, on me dira tout à l'heure si nous avons, on n'a pas encore Monsieur Mohamed Haddad en Skype, le fils de Feu Saïd Haddad, qui était un des fondateurs, aussi entraîneur et co-entraîneur. Vous l'avez connu, Mziane? Enfin, vous en avez entendu parler? Oui. Bien sûr. Voilà, un mot sur cette équipe du FLN. Écoutez, je crois que chaque année, on se retrouve, on est de toute façon obligé d'en parler parce que le geste fait par ces hommes-là à ce moment-là de leur carrière est unique dans les annales du football. Vous savez, quand on a 20 ans, 18, 20 ans et qu'on est dans un milieu sportif, on est porté quand on joue à l'AS avec Monaco, un statut social, il faut le dire, assez important, et puis tout abandonné, tout laisser tomber. Mziane, permettez-moi de vous interrompre parce que nous avons en ligne Monsieur Mohamed Haddad, comme je le disais tout à l'heure, fils de Feu Saïd Haddad. Monsieur Haddad, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous en France. Bonsoir à tout le monde, merci. Voilà, alors on est en train de fêter le 66e anniversaire de la création de cette glorieuse équipe du FLN. Dites-moi, vous qui vivez ça chaque année, c'est-à-dire vous avez gardé cet esprit-là, l'esprit du papa Allah yarhamou et tout, qu'est-ce que ça vous fait de fêter ces anniversaires chaque année? Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer. Cette histoire, j'ai baigné dedans depuis tout petit et à chaque anniversaire, je suis ému et j'aimerais que l'Algérie soit un peu plus au courant du parcours de cette équipe et de ses joueurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, et dites-moi, vous continuez à activer, moi j'ai cru comprendre que, allez, je vais dire, on va appeler ça comme ça, entre guillemets, la descendance de cette glorieuse équipe du FLN garde quand même des contacts. Je pense que vous êtes en contact avec les enfants de Bentifour, avec d'autres. Tout à fait, ça m'a pris 2 ans pour essayer de retrouver tout le monde. Je suis en contact avec le fils Bentifour, les filles Waliken, le fils Roy, la fille Amara et la fille Bekloufi et la fille Bouricha. Enfin, nous sommes un collectif de 20-22 personnes et nous essayons et nous souhaiterons vraiment que l'État algérien puisse nous faire obtenir un musée afin d'exposer nos photos que nous avons tous chez nous. Eh bien, écoutez, Monsieur Mohamed Haddad, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le vice-président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Mohamed El-Amin Mslouk, et vous pouvez adresser cet appel directement. Il va d'ailleurs vous dire un mot. Allez-y, Président. Bonsoir, ravi de vous avoir avec nous. Donc, c'est toujours un plaisir de parler de cette équipe glorieuse du FLN. Nous, de notre côté, c'est notre exemple, c'est notre ligne de conduite. Donc, c'est des gens qui ont sacrifié, qui ont transmis la voie de l'indépendance et de la liberté à travers le monde et à travers le football. Donc, c'est toujours un honneur de parler sur cette équipe. Allez-y, émettez votre demande, Mohamed. Mais voilà, moi tout d'abord, j'aimerais j'avais souhaité que lors de ce match, le premier match de Coupe d'Algérie soit que ça démarre par 1 minute de silence. Et malheureusement, je pense que ça n'a pas été fait. Voilà, et j'aimerais que la FAF, la fédération, puisse aider aussi M. Maouche, que je salue au passage. Car maintenant il était tout seul dans cette fondation et j'aimerais qu'on puisse nous aussi apporter notre aide auprès de cette fondation. Eh bien, l'appel est lancé, donc
Vous avez cité M. Maouche, qui est un exemple pour nous. On est en contact permanent avec lui. On essaye d'en tirer l'histoire parce que c'est l'histoire de l'Algérie et c'est l'exemple pour les générations à venir. Donc pour le musée, c'est quand même une très bonne idée. Donc pour essayer de tracer l'histoire. Voilà, la porte est ouverte, Mohamed, la porte est ouverte. Vous avez eu en direct devant des millions de téléspectateurs le vice-président de la fédération qui vous dit les portes sont ouvertes pour la création de ce musée. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas, président? Oui, tout à fait. Ben voilà. Un dernier mot, Mohamed? Mais un dernier mot, merci déjà, monsieur. Je vous remercie. Abdelnour Kawa qui souhaite vous dire un mot. Abdelnour qui souhaite vous dire un mot, Abdelnour Kawa. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Très rapidement, hein, j'ai eu l'occasion de connaître ton papa, Allah yarhamou, au même titre que la majorité des joueurs qui composent cette équipe. Moi, personnellement, j'en garde un très bon souvenir et comme je l'ai dit en début d'émission, on parlera, qu'on le veuille ou pas, à vie de cette équipe FLM parce qu'elle a tellement apporté. Bon, c'est vrai que ces nouvelles générations ne connaissent pas un peu l'impact que cette équipe avait donné au niveau mondial. Et ça reste un exemple. Et puis d'abord, le football après le post-indépendance, c'est pratiquement tous les anciens joueurs de cette équipe FLM qui ont encadré les équipes, que ce soit des équipes de club ou des équipes nationales. Donc on ne peut pas aujourd'hui occulter tout cela. Donc pour moi, ça reste, c'est une équipe qui reste gravée dans la mémoire de tous les Algériens. Ouais, tout à fait. Voilà, Mohamed. Très gentil à vous, merci bien. Voilà, Mohamed, donc on ne vous retient pas trop. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on essaiera de rester en contact et de vous appeler pour voir l'évolution de la chose et surtout le contact avec la Fédération algérienne de football. Inch'Allah, d'accord, ok. Voilà, merci beaucoup, Mohamed. Voilà. Merci donc, bien. c'était le fils de l'un des fondateurs, comme on l'a dit au départ, monsieur Feu Saïd Haddad, Allah yarhamou, avec d'autres martyrs, d'autres joueurs qui ont sacrifié leur carrière pour créer cette équipe du Front de Libération Nationale. On revient encore une fois à la Coupe d'Algérie, à la rubrique Coupe d'Algérie, cette fois-ci pour les quarts de finale. Il y a eu 2 quarts de finale déjà joués. Le CR Belouizdad qui a joué l'ES Mostaganem et le CS Constantine qui a joué l'ES Ben Aknoun. On commencera par ce match du CR Belouizdad face à l'ES Mostaganem, ce résumé préparé par Smaïn Ben Qaïdia. On va dire que c'est un match quand même assez incertain. Vous savez, c'est ce qui est bien dans la coupe, c'est incertain. Allez, sur le côté droit, le centre de Bourna un peu en retard. Oh, le centre en retrait, c'est bien joué, le tir et penalty. Penalty à la 13e minute de jeu. Et le penalty avec Benaïada, les 2 latéraux. Ah, il est gaucher, il a une singulière manière de tirer le penalty. Salhi qui s'avance et qui marque. Salhi qui ouvre la marque pour l'Espérance de Mostaganem à la 15e, 16e minute de jeu. Selmi. Dans les pieds de Benaïada, ça joue bien. Oh, le relais est excellent. Benaïada qui arrive à centrer. Le coup de tête, l'égalisation. L'égalisation de Bouras. Ah, je crois que c'est Bouras. Non, c'est Belkhir. L'égalisation de Belkhir depuis petit qui marque de la tête. Bouras. Voilà, attention, le contre est lancé. Il y a Belkhir. Belkhir sur le côté, c'est bien. Il rentre dans les 18 mètres. Belkhir, il met dans le vent toute la défense. Oh, le but! Oh, le but de Wamba à la parade. Ça sentait, ça pendait. Et Wamba qui met la 2e penderie après un excellent travail. Une 2e chance pour les Mostaganémois. Le ballon sort. Attention, la reprise et le but! Oh, l'égalisation dans le temps additionnel. Regardez la joie des Mostaganémois, le gardien. Encore une fois, Hanan qui se prosterne. Score, 2 buts partout. On ira aux prolongations. Bolas, Mezienne. Il choisit de donner le ballon à Wamba. Oh, le relais pas mal. Mezienne et le but. Ah, Mezienne qui vient marquer
12e minute de jeu, non, il y avait une position de hors-jeu. Ah, et M. Gemour demande bien sûr aux joueurs de le laisser écouter d'abord. Ben voilà, donc maintenant, la VAR va intervenir. Tchic, ben voilà, et le but est validé. Avec cette image de la VAR qui vient éliminer le ballon d'une manière intelligente. Attention, le ballon du... Non, légalisation. Oh, légalisation à la 110e minute de jeu par... Alors, je n'ai pas reconnu le joueur, mais je crois que c'est Chawar. 11e minute de jeu. Avec ce centre, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et là, le ballon est prolongé par un défenseur. Et ça élimine le hors-jeu. Et regardez, en embuscade. On a choisi les tireurs. Ils sont alignés. Les deux gardiens, Maachou Redouane et Hannan Abdeslam. Hannan, le gardien de l'Espérance de Mostaganem. Cette fois, c'est... Alors, qui prend le tir. Hammo Ibn Hammo qui rate. Ouh là là, avec Boras qui s'avance. Boras, s'il marque, c'en est fini pour les chances. Et Boras qui s'élance. C'est la qualification. Le CRB Louisdet en finale, en demi-finale, pardon, après ce 4e tir au but. Je viens très bientôt, au revoir. Voilà, et c'était notre ami Smaïn Boukhaidia de Constantine qui nous a fait ce joli résumé. Le CRB Louisdet qui passe au forceps, 3 buts partout, et ensuite au penalty. Ça n'a pas été une balade de santé, Mziane. Tout à fait, je crois, mais ça a été quand même un match palpitant. Parce que par le nombre de buts inscrits, 6 buts, c'est rare dans un match de coupe. Et puis on a été inspiré par ce match, on l'a regardé avec plaisir. Parce que, notamment dans les dernières minutes, le CRB qui marque dans le temps additionnel, et puis les autres, ils égalisent vraiment dans les dernières secondes du temps additionnel. Donc c'est vraiment un match qui nous a capté, qu'on a suivi avec plaisir. Maintenant, si on doit analyser le match en lui-même, c'est vrai que le CRB s'est fait un peu bousculer, jouer avec le feu, bien sûr. On sentait qu'ils avaient les moyens de mieux faire. Mais il manquait un petit peu d'agressivité. Ça me rappelle ce que vous avez dit lors des 2 dernières émissions Mziane. C'est une équipe qui joue par à-coups. Tout à fait. Elle est imprévisible. Tout à fait. On peut retrouver, on peut avoir face à soi un CRB des grands jours, et qui vous malmène. Mais après, tout de suite après, au bout de quelques temps, au bout de quelques minutes, l'équipe change, l'équipe a un autre visage, et puis le match d'après non plus, on ne les reconnaît pas. Le CRB, cette fois-ci, ils ont été bons à un moment, ils étaient moins bons à un autre moment, mais ils se sont vraiment fait peur. Mais en tous les cas, dans l'ensemble, Mostaganem a fait un excellent match, un match de coupe, avec leurs moyens. Le CRB, s'il a l'intention d'aller loin dans cette compétition, il doit hisser son niveau de jeu, et notamment en termes d'agressivité, en termes de volonté, de constance aussi. Oui, dans le jeu. Parce qu'il m'a semblé que l'équipe n'avait pas cette grinta, n'avait pas cette agressivité pour pouvoir gagner un match. Il faut jouer au foot, d'accord. Il faut aussi vouloir gagner un match. Djilali, vous avez été impressionné par cette équipe. On en a parlé dans les coulisses. Vous avez été impressionné par cette équipe de Mostaganem. Vous m'avez d'ailleurs dit, ça ne m'étonne pas que cette équipe est en train de caracoler en tête en Ligue 2. C'est sûr, ça n'empêche qu'ils sont premiers en championnat avec un écart de 5 points. Donc ça démontre que cette équipe a de la qualité. Bon, si on parle du match, c'est un match à rebondissement. Un vrai match de coupe. En première mi-temps, on avait eu 2 styles différents. Une équipe qui jouait la possession et la maîtrise, c'est le CRB. Une équipe par contre qui fermait le jeu et procédait par contre. Ça a réussi par moments à cette équipe de Mostaganem, surtout qu'ils ont su comment aller. Par contre, surtout dans les couloirs, sur les côtés, ils ont vu que les 2 latéraux participaient beaucoup au jeu. Donc ils ont su comment axer leur jeu sur les côtés. Donc en deuxième temps, par contre, l'organisation a changé un petit peu.
C'est ce qui a permis à cette équipe de Serbie de trouver beaucoup plus d'espace dans les intervalles. Ils ont marqué un deuxième but, ils auraient pu marquer, mais par manque d'efficacité et je dirais, de réalisme, ils n'ont pas pu tuer le match. Il ne faut pas oublier que cette équipe de Moustrane a du caractère, donc à chaque fois elle est revenue. Et après, c'était des tirs au but, c'était un coup de dé. Le CRB avait des joueurs plus habitués, qui ont du métier, donc c'est ça qui a fait la différence. Justement, Abdenour, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Bon, moi je ne suis pas tellement d'accord avec. En parlant de niveau de jeu, hein. On n'a pas vu un grand match. C'est vrai qu'il y a eu des buts, il y a eu des rebondissements à chaque fois, mais en qualité de jeu, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. On a vu le CRB, comme l'a dit Mziane, jouer avoir des périodes, avoir des périodes positives, et puis après il sombre un peu dans le négatif. Mais ça n'a pas été, mis à part les buts. Hein. Il était captivant le match. Parce qu'il y avait des buts. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de but, ça aurait été un match monotone. Oui, tout à fait. Et bon, quand on voit un peu le résultat, le CRB, c'est vrai qu'ils se sont qualifiés difficilement. Il ne faut pas oublier également que de l'autre côté, Mostaganem a un objectif premier, c'est l'accession. Donc la coupe, c'est un bonus. Ils auraient pu passer, personne n'aurait crié au scandale, hein, au vu du match. Maintenant, le CRB a beaucoup plus d'expérience, ce qui leur a permis de se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller encore plus loin? S'ils ne revoient pas un peu, je reviens un peu à ce que disait Mziane, s'ils ne revoient pas un peu leur copie pour élever le niveau, et puis surtout qu'ils soient constants pendant 90 minutes, qu'il n'y ait pas des à-coups où on voit un CRB rayonnant et puis d'un coup on voit un CRB hors course. Donc ils ont besoin de constance et c'est dommage parce qu'on ne voit pas le même CRB que les saisons précédentes. Hein. C'est vrai qu'on va parler d'effectifs, tout, mais non. Aujourd'hui, le CRB est comme ça. Donc s'ils veulent aller en finale et remporter cette coupe cette fois-ci, il faudrait qu'ils changent un peu leur manière de jouer, qu'ils soient beaucoup plus constants. Avant de passer au deuxième match qui a opposé le CS Constantine à l'ES Ben Aknoun, le Mouloudia d'Alger termine la première période sur le score d'1-0, un but inscrit par Youssef Belaïli sur penalty à la 44e minute. Je vous dis simplement et clairement, ça a été une histoire de VAR. Alors, 3 fois la VAR a intervenu. Le but de Tlemcen qui a été refusé pour position de hors-jeu. Retour c'était signalé par le juge de touche. Ensuite, le penalty, c'était suite à un visionnage au niveau de la VAR. Et le Mouloudia a inscrit un deuxième but par l'intermédiaire de Hamidi qui a été validé au départ et qui a été refusé, d'où l'intérêt de la VAR. On en discutera tout à l'heure avec le président pour ça. On passe au deuxième match qui a été joué à Oran entre le CS Constantine, le dauphin du championnat, et l'ES Ben Aknoun. C'est un résumé qui a été, enfin pas un résumé, c'est les images qui ont été préparées par Sid Ahmed Bouraïm. Un match nul 0-0, Mziane, un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses. On a vu quelques bonnes actions, aller de part et d'autre, mais pas un match intense, pas comme le match du CRB. En fait, c'est un match équilibré. Il est vrai que les forces étaient un peu plus proches du CSC, d'une équipe à l'autre. C'est vrai qu'on attendait le CSC qui était un peu rayonnant ces derniers temps, en championnat, etc. Mais aussi Ben Aknoun qui revient très bien ces derniers temps, qui s'accroche, qui a une meilleure allure, qui a une meilleure présence sur le terrain, un meilleur volume de jeu. Et puis on sentait que l'équipe était en confiance depuis que Ziri est là. Il a fait progresser en tous les cas en termes de jeu et en termes de confiance. On sentait une équipe qui avait de l'harmonie, qui avait une certaine présence et qui voulait s'en sortir. Donc il y avait cette volonté, il y avait ce vouloir. Et puis ce match, je crois aussi était... c'est vrai que le premier objectif, me semble-t-il, c'est de se maintenir en première division. Oui, c'est clair, bien sûr, c'est plus important. Ils veulent, en tous les cas, s'installer dans cette division le plus longtemps possible, et c'est tout à fait légitime. Mais la Coupe d'Algérie reste quand même
C'est prestigieux, c'est quelque chose de prestigieux. C'est une affaire de prestige. Voilà. Et pour les joueurs aussi. Tout à fait. Les joueurs qui ont aussi roulé leur boss pour la plupart d'entre eux, quelques jeunes aussi, ils veulent aussi démontrer qu'ils sont capables d'aller titiller peut-être les équipes les plus huppées de notre championnat. Donc ça a été un match très équilibré, qui a été jusqu'au bout, au tir de pénalty. Et puis bon, là, je crois que les joueurs de Ben Aknoun ont été un peu fébriles sur ces tirs de pénalty, ce qui a permis un peu au CSC de l'emporter. Mais ils n'ont pas été du tout mauvais, le Ben Aknoun. Tout à fait. Il y avait de la place pour un passage, Hamdani. Je pense que c'est le match de coupe, c'est un peu particulier. On va voir l'équipe du CSC qui joue le haut du tableau, donc ils étaient en confiance, et Ben Aknoun aussi n'avait rien à perdre, donc on a vu des joueurs, ils ont tout donné. Après, la coupe, des fois c'est elle qui choisit, mais quand même ils ont fait un excellent match, ils sont à féliciter. C'est vrai. Abdallah, vous avez vu le match? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du niveau? Avoir le match, avoir l'évolution du match, on ne pense pas que c'est le deuxième qui joue avec le premier non relégable. Du tout. Bon, c'est un quart de finale de Coupe d'Algérie, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que les objectifs sont tout à fait différents. Mais on a vu un match qui était beaucoup plus fermé que les autres matchs. Que le CRB contre Mostaganem. Ben Aknoun, c'est vrai qu'actuellement, ils sont sur une période où ils font j'espère que c'est pas trop tard, parce qu'ils se seraient réveillés bien avant. Donc je crois qu'ils auraient pu remonter davantage au tableau. Mais là, sortir de cette manière-là, vous savez, quand on arrive au pénalty, il y a un peu l'expérience, il y a un peu la réussite, il y a un peu la chance. Des moments où elle tape sur la barre, elle rentre, là elle tape sur la barre, elle sort. Donc c'est un peu ça qui a fait la différence. Mais c'est comme pour Mostaganem. Si Ben Aknoun serait qualifié, personne n'aurait crié au scandale, exactement. Tout à fait. Gilali, avoir évolué l'équipe de Ben Aknoun de cette manière, ils peuvent quand même espérer un avenir meilleur en championnat. De toute façon, dans ce match, la pression, ça se voyait, elle était beaucoup plus du côté constantinois, oui, tout à fait. Ben Aknoun, leur objectif primaire, c'est de se maintenir. Ça, ils ont joué beaucoup plus décontracté, mais ça n'empêche qu'ils ont mis de l'impact, ils ont gagné pratiquement tous les duels, et ils ont mis de la présence physique aussi. Le plan de jeu qui a été mis en place par Ziri a été réussi, je dirais. Il a fermé tous les espaces, il a empêché les joueurs du CSC de développer leur jeu. Donc c'était un l'avant-centre, l'Africain, qui a été muselé par la paire centrale de Ben Aknoun. Une paire centrale qui était impériale. Tout à fait. Bon, par la suite, aller jusqu'aux prolongations sur le plan physique. Et ils ont les joueurs c'est usant. On avait pas mal de blessures musculaires, aussi des joueurs qui avaient des crampes. Donc sur le plan physique, ils ont un petit peu fléchi. Mais ce que je ne comprends pas dans cette équipe, c'est mon avis du CSC, c'est que mettre Dib sur le côté, c'est priver du CSC d'un atout, surtout sur le plan offensif, par rapport à ce joueur qui a de la clairvoyance, de l'instinct dans le jeu. C'est un joueur qui joue dans la verticalité, qui joue dans les espaces. Le mettre un petit peu à côté, c'est priver le CSC d'un atout. Surtout, il a rectifié lors des prolongations où il l'a replacé au milieu de terrain, on voyait un CSC meilleur. Et le match de coupe, c'est ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces matchs-là interviennent juste au lendemain pratiquement de la rupture du jeûne. C'est-à-dire on avait terminé un mois de Ramadan, il y a le métabolisme... il change complètement. Tout à fait. Donc ils ont joué 2 jours après l'Aïd. Le troisième jour de l'Aïd, vendredi. Ouais. Et donc je comprends un peu la difficulté. D'ailleurs aujourd'hui le Mouloudé est beaucoup plus décontracté. Bon, bien que Tlemcen à la mi-temps soit mené à 1-0. Mais moi je me rappellerai toujours en équipe nationale, Mzien doit s'en souvenir également, on a joué contre la Tunisie éliminatoire de Coupe d'Afrique, c'était le 2e jour Talaïd, on était complètement chamboulé, on avait perdu 1-0 au 5 juillet par rapport à l'équipe
de Tunis, qui je ne veux pas rentrer dans les détails, mais nous, on a été complètement chamboulés par ce match-là, joué juste deuxième jour à l'Aïd. Et c'est une arme à double tranchant de toute façon. Vous vouliez dire quelque chose? Non, enfin, tu t'en rappelles, j'espère. Oui. On se fait battre 1-0. 1-0. Sur le plan physiologique, je pense que Chéri va pas me contrarier. Peut-être après le Ramadan, on aura besoin peut-être minimum de 15 jours pour que les organismes reprennent leur... Sincèrement, Mais je vais lui répondre, ne vous en faites pas, je vais lui répondre. Je ne peux pas m'engager là-dessus, mais ce que je sais par expérience, nous, on a joué, de notre temps, on jouait la journée. Moi, j'étais cadet, junior, je jouais à 11h du matin. On jouait à 11h. Et puis en senior, on jouait à 14h30. Et Tufroya en plus, hein, c'est pas Tuf ou la du Tartan, Badjan Tartan, Morana après. Donc, je n'avais pas. C'est vrai que c'était pas de grands matchs. Moi, je me dis, moi, j'étais content de jouer parce que on faisait de bons matchs, c'est vrai. Donc, le Ramadan n'est pas une excuse. Non, absolument pas. Une excuse. Mais jouer Fleïd, etc. Il y a peut-être un autre phénomène, mais pour moi, ce n'est pas les effets du Ramadan. Moi, je veux juste répondre à Gilali. Alors, en littérature médicale, la réadaptation se fait en une semaine. Il faut 7 jours pour la réadaptation. Je parle de tout. Je parle du sommeil. Je parle de tout. Je parle du sommeil, je parle de la nourriture, je parle de tout l'organisme. La réadaptation se fait en une semaine. Exactement 7 jours. Pour les sédentaires. Mais quand on est professionnel. Ça, c'est pas spécifié pour les sportifs. Voilà. C'est d'une manière générale. Voilà, c'est d'une manière professionnelle. Désolé, mais on garde une certaine rigueur dans la gestion de ses horaires. On ne dort pas à 4h du matin. C'est pas. Nous, on peut se le permettre aujourd'hui de dormir à 4h du matin. Mais un sportif de haut niveau n'a pas le droit. Lui, c'est ça les sacrifices. Tout à fait. Ce sont les sacrifices qu'un joueur doit faire. C'est un petit peu une histoire d'autodiscipline. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Président, heureusement qu'il y a eu la programmation lors des soirées. D'ailleurs, je tiens à le préciser, la programmation, c'est-à-dire même les stades qui ne disposaient pas d'éclairage, vous avez fait en sorte que les matchs se jouent les 2 heures avant la rupture de jeu. C'est ça, donc nous c'est en concertation toujours avec les spécialistes, notamment les médecins. Donc on essaye de sauvegarder la santé des joueurs, de la préserver. Donc on aurait aimé que tous les matchs se jouent en nocturne, c'est l'idéal au mois de Ramadan. Mais je pense pour l'année prochaine, on va essayer de trouver une solution par rapport à ce problème. Parce que c'est vrai, c'était problématique. Il y a des équipes qui ont joué 5 matchs au mois de Ramadan. C'était un peu lourd. Nous, c'était un peu le calendrier qu'il fallait respecter parce qu'il y a la date butoir qu'on doit respecter. Mais la question que je suis tenté de vous poser, Président, les clubs ne peuvent pas être pénalisés. L'année prochaine, il y aura des matchs qui vont se jouer en plein mois de Ramadan, c'est clair. On ne peut pas pénaliser directement les clubs parce que les clubs ne sont pas propriétaires des stades. C'est ça. Est-ce qu'il est envisageable de délocaliser et que tous les matchs, c'est-à-dire uniformiser, et tous les matchs se jouent en nocturne? C'est-à-dire une équipe qui n'a pas d'éclairage dans son stade, elle sera obligée de se délocaliser, de choisir le stade qu'elle veut, de se délocaliser. Est-ce que c'est une des solutions? C'est sûr, c'est l'idéal. On va dire que si tous les clubs trouvent un terrain où il y a l'éclairage, premièrement, les joueurs ils vont être plus performants. Donc nous, je vous le dis toujours, c'est en concertation avec les acteurs, les clubs, les concernés. On va essayer de proposer cette idée, je pense, pour la saison prochaine. Comme ça, il n'y aura pas de... Je veux dire, pourquoi à ce moment-là ne pas envisager, ça peut se faire, que les stades qui n'ont pas d'éclairage puissent bénéficier justement de l'éclairage. C'est ça. Oui, mais quand le stade n'appartient pas au club. Non, mais Abdelnour, quand le stade appartient à la direction générale, la direction de la jeunesse et des sports ou à la PC, que la PC ou le ministère des Sports ne peut pas lui imposer. Non, mais puisse quand même aider à l'évolution du sport. Moi, je suis d'accord, je veux bien. Il y a des terrains qui ont encore des pistes cyclables, il y a des terrains qui ont des pistes d'athlétisme et qui ne sont pas utilisés. Et
justement par rapport, parce qu'il y a certains terrains qui n'ont pas d'éclairage. Voilà. Donc ça sera bénéfique pour toutes les disciplines. Voilà, on a fait pour le moment le tour de ces quarts de finale de Coupe d'Algérie. On connaît pour le moment 2 qualifiés qui sont le CR Belouizdad et le CS Constantine. Reste en jeu le match du Mouloudia. On rappelle que le Mouloudia mène à la mi-temps 1-0. On essaiera tout à l'heure avec notre réalisatrice Souad d'avoir par moment les actions, enfin des directs du match. Donc il reste Mouloudia Tlemcen, il restera aussi pour mardi l'USM Alger qui va jouer l'US Biskra à Annaba. Hanan, est-ce qu'on peut avoir le tableau de cette Coupe d'Algérie pour voir les qualifiés? Donc le tableau de Coupe d'Algérie, ça sera le tirage au sort, président, il va se faire en fin de semaine? Alors c'est juste après le match de l'USMA, l'USMA et Biskra. Biskra, voilà. Donc il y aura le tirage. Je pense que ça va être le mercredi ou le jeudi. C'est pas encore décidé. Mais je pense, parce que on a programmé les demi-finales le 23 et le 24, la semaine d'après. D'accord. Donc voilà. Quels ont été les terrains qui ont été... Ben justement, c'est la question que Gilali se pose depuis ce matin. Sa question, c'est... Voilà, on y arrive justement. Alors, président, quelles sont les options? Voilà, les options, pour le moment, il y a la commission de la Coupe d'Algérie qui va faire une proposition. On va le savoir demain, Inch'Allah. Elle est autonome, la commission, oui, c'est eux qui décident. Très bien. Il y a M. Lahsen Tombouctou, membre du bureau fédéral, qui s'occupe de ce volet. Donc, ils vont désigner les terrains adéquats pour faire de belles affiches, en tout cas. Voilà, on va voir le tableau de la Coupe d'Algérie. Voilà, c'est ça. Donc, le CR Belouizdad qui a fait match nul et qui s'est qualifié au tir au but face à l'ES Mostaganem. Le CS Constantine qui a fait 0-0 face à l'ES Ben Aknoun et s'est qualifié au tir au but. Pour le moment, le Wat Tlemcen est mené devant le Mouloudia d'Alger 1-0 et l'USM Alger qui jouera l'US Biskra ce mardi à Annaba. Voilà, on a été complet. On reviendra tout à l'heure, bien sûr, sur les images du match du Mouloudia et aussi l'évolution du score. Maintenant, on passe au débat avec notre invité président. Alors, on vient de dépasser les 2 tiers du championnat de Ligue 1. Nous sommes aussi en demi-finale pratiquement de Coupe d'Algérie. Si vous devez faire un bilan, quel bilan faites-vous de 6 mois de gestion de votre équipe? Donc Fatah, à notre arrivée, le train était en marche déjà, donc il y avait une planification qu'il fallait respecter, un calendrier, voilà. Donc nous, on a essayé de réorganiser les journées. On a fait en sorte qu'on joue régulièrement, qu'il n'y a pas de coupure pour permettre au championnat de bien avancer. Donc on a utilisé pratiquement une planification, des statistiques pour savoir à tel moment il fallait avancer, à tel moment il fallait placer, parce qu'on a généré beaucoup de matchs retard à cause des clubs qui ont participé aux compétitions africaines. Et à d'autres circonstances aussi. Voilà, aussi il y avait un arrêt en solidarité avec nos frères palestiniens de Gaza, effectivement. Voilà, il y avait aussi le tragique accident de l'équipe de Bayed. Donc c'est ça qui a joué un peu sur la programmation, mais sinon dans l'ensemble, nous on a mis une date butoir, on essaye qui est la première semaine du mois de juin. On va essayer de la respecter. Aussi, il y avait l'intégration de la Coupe d'Algérie. On a essayé de la remettre aux traditions, c'est-à-dire le mois de mai. Donc, tout ça, tous ces éléments, ils ont fait que c'est vrai qu'il y a eu des arrêts, des matchs retard. Mais nous, de notre côté, on va essayer d'être vigilant. Aussi, il faut signaler la collaboration totale des présidents de clubs. Voilà, j'y arrive justement. Voilà. Ils nous ont beaucoup aidés sur... Donc, si je comprends bien, Amine, tout ce qui a été fait comme programmation, ça a toujours été en concertation avec les présidents. Tout à fait. Tous les matchs, c'est-à-dire tous les matchs... À chaque fois qu'il y avait un report, quoi. Un report, on essaye
de communiquer avec les présidents de clubs, avec les clubs aussi. Eux, ils voient le côté technique, c'est normal, parce que des fois, quand il y a beaucoup d'arrêts, c'est pas bon. Mais des fois, quand même, ils comprennent. Des fois, au contraire, ils veulent augmenter le rythme de la compétition. Mais nous, c'est-à-dire, toujours, on est en concertation avec les présidents de club. D'ailleurs, le mérite aussi revient à eux. On va dire. Ils ont été compréhensifs, voilà, ils étaient à l'écoute. Ouais. Ils étaient à l'écoute, voilà. Je suis tenté de vous lancer un petit pic, Amine. Mziane, l'autre jour, on en discutait, il avait parlé d'une chose. Moi, j'avais défendu tant bien que mal la situation, mais c'est à vous de la défendre. Mziane avait parlé d'une programmation au long terme, et c'est vrai. C'est-à-dire, bon, vous avez toutes les circonstances atténuantes, vous êtes là depuis 6 mois. Vous avez pris le train en marche, comme vous l'avez dit. Mais ne serait-il pas idéal de planifier, pas sur une saison, mais sur 2, voire 3 saisons, pour le championnat, tout en tenant compte des calendriers de la CAF, des calendriers de la FIFA, et en intégrant la Coupe d'Algérie. Mziane, est-ce que je me suis bien exprimé ou vous voulez le formuler autrement? Sur 3 ans, c'est beaucoup. Vous avez parlé de 2 ans, Mziane. Parlons de l'année, déjà sur une année, parce que moi, je me suis toujours posé cette question concernant la programmation. C'est vrai que parfois, c'est délicat. Oui. Quand il y a trop d'imprévus, quand il y a beaucoup d'imprévus, c'est vrai que je comprends que les responsables de cette commission puissent ne pas avoir de solution, ou du moins des solutions qui paraissent parfois douteuses. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais est-ce qu'en début de saison, du moment que nous détenons toutes les dates qui nous sont imposées ailleurs, par les instances internationales. Tout à fait. Et même nous-mêmes, nous pouvons à la limite y rajouter quelques semaines pour les justement situations exceptionnelles. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas possible parce que pour un entraîneur, moi je me mets à la place de l'entraîneur, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une planification. Je sais quand est-ce que je vais jouer. Donc, je sais comment gérer mon équipe. C'est important les cycles de préparation. Bien sûr, il y a des cycles de préparation. Il y a des matchs importants dans la saison. Surtout pour les équipes à la limite qui ont de l'ambition, qui jouent les premiers rôles, etc. Et ils connaissent les dates FIFA, ils connaissent les dates CAF, surtout les dates CAF et les dates du championnat. Les matchs importants dans le championnat. Parfois ils sont proches les uns des autres, parfois ils sont trop éloignés. Donc la possibilité de gérer son effectif en ayant bien sûr une planification et un programme le plus étalé possible sur l'année. À la limite sur l'aller et après sur le retour. Je me suis toujours dit pourquoi on n'est pas en mesure de fournir cet outil de travail qui est important aux entraîneurs et aux responsables d'une équipe. Pour les défendre un petit peu sans vouloir les défendre, on ne parle pas de ce bureau fédéral parce qu'il a pris le train en marche. Non, mais je parlais d'une manière générale. Je parle en règle générale. Président, moi je vous lance par exemple, pour la prochaine journée, il n'y a que la prochaine journée qui est programmée. Il n'y a que la 23e journée qui est programmée. C'est aussi difficile que ça de dégager des dates? Non, c'est pas aussi difficile. Oui. Par contre, il y a d'autres paramètres qui rentrent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Eril qu'il n'y a pas mieux que nous. D'ailleurs, quand on est arrivé, on a fait une planification de l'année. Vous vous rappelez? Oh, je me rappelle. Et là, on se retrouve avec des arrêts imprévus. Voilà. Et il faut caser ces dates. Voilà, il faut caser des dates. Aussi, on ne connaît pas à longueur de l'année l'évolution des équipes engagées dans la compétition africaine. Tout à fait. Toujours, on est en surveillance, on surveille ces clubs, leur évolution. Mais ce qui est sûr, dans des stades avancés, vous êtes obligé de les ménager. Voilà. Le deuxième paramètre, c'est l'infrastructure. On va trouver 3 clubs d'Alger domiciliés dans le même stade. Voilà, justement, je veux revenir à ça. Quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé de la programmation. Les 3 clubs d'Alger étaient programmés le même week-end à domicile. Oui, c'était, je crois, la 16e journée. La 16e, oui. C'était une situation incompréhensible, dans le sens
Il n'y a pas d'infrastructure. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je pense l'année prochaine, avec les nouveaux stades qui vont être inaugurés, ça va se débloquer. Il y aura une plus claire voyance. Et plus de facilité pour placer les... Voilà. Mais ce qui est de notre côté, je vous ai parlé de la fin du championnat. Pourquoi? Parce qu'on est dans la planification. Terminer le championnat au mois de juin, c'est le début, c'est permettre aux clubs qualifiés dans les compétitions africaines de recruter leurs joueurs. Parce que la période de qualification, elle est entre le 1er juin et le 30 juin. Donc ça va leur permettre de recruter et de qualifier. Et pour la saison 2024-2025, on va essayer d'être, je pense, à la dernière semaine du mois de mai. Et 2026, il y a essayer carrément d'être à la mi-mai, comme ça se passe dans les autres championnats. Parce qu'il y a la Coupe du Monde 2026. On va essayer de planifier par rapport à ça. Gilali. Juste une petite parenthèse, je complémente un petit peu ce qu'a dit Cheikh Mzian tout à l'heure. C'est que sur le plan méthodologique, la planification annuelle, la planification des mises au cycle se fait par rapport au calendrier du championnat. Pour les techniciens, c'est très important. D'accord. Mais est-ce que Gilali, vous comprenez les aléas auxquels les administrateurs sont confrontés? Pour cette équipe, on a déjà dans une de nos émissions, dans plusieurs de nos émissions, tiré chapeau à chaque fois par rapport à la parce que c'est pas évident ce qui est fait. Parce qu'il n'y a pas de club qui se plaigne en ce moment. Non, c'est difficile. Vous savez, on a vécu tellement de situations un peu, entre guillemets, rocambolesques, parce qu'il y a eu des saisons où ça a été catastrophique, mis à part le fait qu'il y a eu la période du Covid, il y a eu cette année il y a eu des impondérables également, mais on n'a jamais vu, à notre époque, quand on jouait, on n'a jamais vu, on jouait le championnat. Les 30 matchs étaient programmés dès le début de saison. Bon, vous allez me dire, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui étaient engagées en Coupe d'Afrique, mais on tenait compte de ça, et on n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous savez, une équipe qui s'engage en Coupe d'Afrique, je parle du CRB ou de l'USMA ou de n'importe quelle autre équipe, si on a les moyens nécessaires, on peut jouer régulièrement. Comme ça se fait ailleurs. Comme ça se fait. Écoute, je vais vous donner un petit exemple. On avait demandé, nous, ça remonte à la préhistoire, on avait demandé en 1976, on allait jouer le Ahli au Caire. Non, mais pour vous dire, on allait jouer le Ahli au Caire au match retour de Coupe d'Afrique. On devait jouer le match contre le Harrach. Le Mouloudi avait demandé à ce que ce match-là soit reporté. Alors que non, vous jouez avant de partir. Donc on a joué le lendemain, on est parti au Caire, on a joué 3 jours après. Donc ça veut dire que si vous vous engagez en Coupe d'Afrique, ou vous avez les moyens, l'effectif nécessaire pour pouvoir jouer sur plusieurs fronts, ou vous ne l'avez pas. Absolument. Donc pour ce qui vient de dire Monsieur Kawa, donc il faut que les clubs adhèrent à ce projet. Absolument. Parce que quand on voit l'effectif d'un club professionnel, c'est 27 licences en senior, plus les réserves. Les 25, on va aller sur 52 joueurs. Il faut les utiliser, il faut aller sur les 72 heures. Il faut que les clubs adhèrent au projet. Et à ce moment. Surtout mettre tous les clubs sur un même pied. Écoutez, ça fait quelques années, l'entente de Sétif l'a bien fait. En 2 jours, 2 équipes différentes ont joué pour l'entente de Sétif. Le CSC aussi. Donc, si vous cherchez un consensus auprès des clubs, vous l'aurez jamais. C'est clair. Parce que chacun défend. C'est comme ça, et c'est normal. Il faut imposer tout simplement. Pardon, si on fait juste un petit calcul, on a 30 matchs de championnat, il y a 30 journées. Il y a 7 matchs de Coupe d'Algérie quand on y va en finale. D'accord. Disons, il y a 8 matchs de Coupe d'Afrique. Il y a 8, donc il y a 8 dates. Il y a 45 dates à placer dans l'année. Sur 52. Sur 52. C'est sûr. Donc ça veut dire que c'est faisable. C'est faisable. Bien sûr. C'est faisable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des clubs qui rechignent un peu. Et parfois, on est on laisse faire. Des fois, on proteste pour protester. Allez, on se dit, Ayam Ali Chada, il va jouer la Coupe d'Afrique, donc il va représenter l'Algérie. Allez, on va lui donner 15 jours. 15 jours, c'est beaucoup. Ça n'a pas de sens. Et puis après, on se retrouve dans l'embarras. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé les 2 dernières années. Ces matchs-là. Si vous vous souvenez. Il faut une certaine rigueur. Il y a des principes à respecter. Les principes
en termes de repos, en termes pour les joueurs. C'est pas des machines, hein. Il faut leur donner le temps de récupération nécessaire. Mais il y a des principes aussi. On est obligé de dire c'est ça le calendrier et nous devons l'appliquer. Je n'ai pas à demander l'autorisation d'un club ou d'un autre. C'est comme ça. Sinon, autrement, on ne peut pas s'en sortir. Allez, tout d'abord, pour cette année, ça a été exceptionnel. Non, je parle pas de cette année, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. En règle générale. Je suis entièrement d'accord, Mziane. On passe à un autre point. Président, vous êtes le vice-président de la Fédération algérienne de football, mais en même temps, vous êtes en train de gérer la Ligue nationale de football. C'est-à-dire, allez, je vais dire deux postes en un. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec le bureau fédéral? C'est-à-dire, quand je parle du bureau fédéral, toute l'équipe fédérale avec le secrétaire général, qu'on salue d'ailleurs, M. Nadir Bouzned, et toute l'équipe du bureau fédéral, comment ça se passe? Est-ce que c'est en étroite collaboration? Est-ce que l'entente est parfaite? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de, j'allais dire, de conflit dans la gestion d'une manière générale? Pour vous répondre, il y a une feuille de route du président de la fédération ainsi que le bureau fédéral. Il y a une étroite collaboration avec le secrétariat général à leur tête, M. Bouzned, qui fait un excellent travail. Il est toujours à l'écoute et on essaye d'avancer ensemble. Donc nous, on a des objectifs, on travaille tout le temps en concertation, c'est la politique de la fédération. On essaie de trouver des solutions conjointement. Donc pour cela, ça se passe très très bien. Je vous assure que c'est-à-dire il y a que du positif. Et vous êtes en contact régulièrement, c'est-à-dire vous vous concertez, que ce soit pour la Ligue ou pour la Fédération? Permanent, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, tout le monde fait son travail du mieux qu'il le peut. On sait que c'est pas facile, c'est pas une tâche facile, même au niveau du secrétariat général. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Donc, d'ailleurs, les fruits ils sont là. On est en train d'avancer. On est en train. Vous savez qu'il y avait je vais sauter un peu le sujet. Oui, allez-y. De la VAR. J'y arrive. Voilà, c'était les promesses du président et le bureau fédéral. Il y avait un travail énorme du secrétariat général. D'ailleurs, on avait vu des quarts de finale exceptionnels. C'était une plus-value pour le football algérien, sincèrement. Allez, Souad, on va respirer un petit peu, on va essayer d'avoir un petit peu le match du Wak Tlemcen face au Mouloudia d'Alger et on reviendra tout à l'heure au plateau pour discuter un petit peu. Voilà. Le Mouloudia d'Alger qui mène toujours 1-0 face au Wak Tlemcen. Patrice Baumel qui semble inquiet, soucieux. Là, c'est le coach qui parle, là, c'est l'entraîneur qui parle. Il a trouvé le mot, il est soucieux parce que à 1-0 Mziane, c'est pas quand même gagné. Ah oui, tout à fait. Et puis voilà, sur cette image-là, on voit l'équipe de Tlemcen qui joue très haut quand même, qui veut récupérer les ballons. Le Mouloudia, c'est vrai que si le Mouloudia arrive à jouer son jeu, et imposer ses individualités, il est clair qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais sur un match, tout est possible. Je crois que tout est possible. Ouais, tout à fait. Sur un match, tout est possible. Il ne faut pas oublier que Tlemcen, malgré la valeur que Tlemcen avait, ils sont en 3e division. Ils sont en 3e division, c'est 2 paliers de différence. Quand on parle, Mziane a parlé de niveau, et effectivement, si le Mouloudia joue sur son véritable niveau, il n'y aura pas photo. Mais là, on est en train de voir une équipe de Tlemcen, même en première mi-temps, qui a réussi à marquer un but qui avait été refusé pour hors-jeu. Donc, ce n'est pas un match facile pour le Mouloudia jusqu'à présent. Il faut qu'il marque un deuxième but. Et moi, je pense que si jamais il marque un deuxième but... c'est des matchs très motivants pour les équipes. C'est clair. Jouer le Mouloudia au 5 juillet face à un public 60 000 comme ça, c'est très motivant pour le joueur. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, le joueur de Tlemcen... il donnera tout sur le terrain. Bien sûr. C'est clair. Adil Ali. Ça se voit que c'est serré, c'est complexe pour les deux équipes, mais je pense que la différence va se faire sur un exploit individuel, parce que les individualités du Mouloudia peuvent faire la différence, comme ils l'ont fait lors de
Il pose la question, il n'est pas sûr. Non, il a dit encore. Si il y aura exploit, ça sera sur un exploit individuel. Président, pour dire les choses, on continue à regarder Souad, on continue à regarder quelques instants aussi, mais tout en discutant avec le président. Président, on a discuté en coulisses, on a discuté en aparté quand même. Oui. Le public du Mouloudia a donné une certaine saveur au championnat cette saison. Tout à fait. C'est l'objectif un peu de. D'ailleurs, sur tout ce qui est sanctions, on a essayé de laisser le choix au club entre le huis clos sur la 4e infraction, où c'était le but d'attirer le public. Expliquez-nous ça justement. Voilà, c'est pour ne pas pénaliser le public, parce que les saisons passées, on a vu beaucoup de matchs sans public, et sans public, il n'y a pas d'âme. Et concernant le public du Mouloudia, on a vu de très belles choses au gradin. D'ailleurs, ça a été transmis à l'international. À cette occasion, je salue tous les galeries des clubs algériens. Et voilà, algériens. On leur dit continuez à faire du spectacle et voilà. Les supporters du CRB, de l'USM Alger, du CS Constantine, du Mouloudia d'Alger, ils font une très très belle ambiance. Tout à fait. Malheureusement, il y a certaines personnes, et c'est une minorité, c'est très clair, qui font ce que Abdenour Kawa n'aime pas, ce qu'on n'aime pas tous d'ailleurs, de la casse quand même, des stades neufs, des bijoux, comme vous l'avez dit. On réitère notre appel, supportez vos clubs, aimez vos clubs, faites de l'ambiance au stade, mais pas de casse, de grâce, pas de casse. Ça coûte très très cher. Oui, j'ai discuté avec certains responsables de l'organisation justement des supporters. Moi, je leur tire chapeau. Hein. Bon, c'est pas évident quand il y a 45 000 ou 50 000 spectateurs dans un stade, qu'il n'y ait pas de débordement, que tout le monde soit aligné, que tout le monde scande la même chose. C'est pas évident. Et je crois que cette année, le Mouloudia s'est quand même organisé au niveau du comité de supporters et qu'ils sont en train malgré le fait qu'à Blida, il y a eu des débordements. Effectivement. Mais je pense que dans l'ensemble, l'organisation des supporters du Mouloudia est quand même un exemple aujourd'hui. Gilali ? Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est qu'on est en train de constater qu'il y a un engouement indescriptible de la part des supporters de tous les clubs. Tout à fait. Il y a des ligues de supporters et qui sont organisées, qui sont structurées, des ligues de supporters. Je ne sais pas, Président, moi, de par le fait qu'on travaille avec ça et tout, les supporters qui passent la veille du match dans l'esplanade du 5 juillet à préparer les tifos et tout, c'est quand même un engouement extraordinaire. C'est un travail remarquable, artistique aussi. On a vu des slogans, des messages. Lors de la solidarité avec nos amis, nos frères de Gaza. Ils ont joué un grand rôle. Oui, tout à fait. Donc on les félicite à cette occasion. Et revenons au club aussi, nous, en tant que Ligue, on va revenir au calendrier. Le calendrier annuel a été élaboré et mis en place. Par contre, il y avait des interférences. Le but dans tout ça, c'est d'être juste, c'est-à-dire de sauvegarder les clubs qui jouent le haut du tableau, parce que c'est important, et aussi les clubs qui sont un peu dans une situation difficile de relégation. Il faut leur donner toutes leurs chances. Pour avoir un championnat juste. Et concernant les matchs accumulés sur des rencontres de la Coupe d'Afrique, nous, ce qui est sur les 5 dernières journées, on va essayer d'apurer tous les matchs, comme ça tout le monde sera au même pied d'égalité pour terminer le championnat sans aucun problème, Inch'Allah. Très bien. On passe à un autre sujet, Président. C'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. C'est très bien. On a utilisé la VAR pour ces quarts de finale. Ça a réglé pas mal de problèmes. On a vu beaucoup de situations revenir à la VAR pour que tout le monde soit d'accord, parce que finalement, c'est la décision de la vidéo. Est-ce qu'il y a une possibilité que le système de la VAR soit appliqué lors du championnat de l'exercice prochain ? Alors, pour répondre à cette question, tout d'abord, on remercie le président de la fédération et l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. Ils ont tenu leurs promesses. Ils ont ramené la VAR pour la Coupe d'Algérie, les quarts, demi et la finale. Donc, c'est une plus-value. On a vu
que l'arbitrage, on a d'excellents arbitres, ils ont démontré leur qualité grâce à cet outil qui devient... de voir le but du CRB qui a été refusé, et ensuite la VAR qui leur a rendu justice. Qui devient maintenant dans le football moderne un outil indispensable. Tout à fait. Et sur ce volet, la Fédération algérienne a lancé un appel d'offres pour acquisition d'un matériel de la VAR. Et le délai, je peux vous annoncer cette nouvelle, le délai s'est clôturé le 8 avril et on a eu 2 sociétés. C'est un appel d'offres à l'international qu'ils ont postulé pour fournir ce matériel. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et l'année prochaine, je vous assure qu'il y aura la VAR pour... Là, je vous lâche pas. Pour le champ. Par contre, il faut... Pardon, est-ce que les dossiers, les deux soumissions vont être étudiés prochainement? Oui. Donc ça va être donné bien sûr au moins 10 ans. Il y a des paramètres techniques. D'accord. Il y a des petits problèmes de stade. Voilà, c'est ça. Je reviens à ce sujet, M. Héril. C'est important maintenant d'aller sur les grands stades, sur les stades où cette technique pourrait être utilisée, possible. Voilà. Donc je pense que ça va aller dans ce sens l'année prochaine avec les clubs, en leur disant il faut qu'ils jouent dans les grands stades, c'est important. Parce que cette technique... La technique de la VAR, elle va être disponible au championnat. Et moi, je pense que si c'est une exigence de la fédération, l'instance gérante du football national, vous devez avoir un stade qui répond à certains critères. Comme le disait Mzienne, je n'ai pas à faire plaisir à X ou à Y. Les critères sont ainsi. Vous devez avoir une infrastructure qui peut abriter la VAR. C'est sûr, on a vu les bienfaits de cette technique. Voilà. Dites-moi, mais s'agissant des stades, c'est un peu particulier. Oui, allez. Parce qu'un club supposons un club Magra, on parle de Magra, quel est son tort de ne pas avoir un grand stade? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. D'ailleurs, il faut rappeler que Magra, lors de... Non, je parle comme ça. Non, tu as cité Magra. Il ne faut pas oublier que Magra a reçu pendant une saison un sétif. D'accord. Parce que leur terrain n'était pas homologué. Mais enfin, c'est pas là dans l'éthique, c'est pas logique. Non, mais c'est pas normal que je puisse jouer à l'extérieur. Est-ce qu'on part du principe? Est-ce qu'on est d'accord? Que la VAR est une nécessité dans notre championnat? Oui, je comprends. Maintenant, comment qu'il faut trancher? C'est-à-dire que trancher, il va y avoir toujours un certain nombre de clubs qui n'ont pas de stade chez eux, d'aller ailleurs. Mais est-ce que, sur le plan de l'éthique et sportivement, est-ce que ce n'est pas désavantager un peu ces équipes-là? Un club qui est obligé de ne pas avoir ses supporters, ne pas jouer sur son stade, parce qu'il ne répond pas aux normes, il va aller ailleurs, il va s'installer ailleurs, et puis il joue contre des équipes en déplacement qui ont un grand stade, parce qu'ils ont la chance d'être dans de grandes villes. Ce n'est pas leur tort de ne pas disposer de stade. Moi, je le vois de cette façon-là aussi. Ce genre de situation, Président. Moi, je pense... Comment vous pourrez les discuter avec les acteurs, comme vous le disiez? Moi, je pense qu'il y aura une commission technique qui va étudier chaque stade. Mais le but dans tout ça, c'est pas de pénaliser un club. Bien sûr, mais c'est clair. C'est un peu élever le niveau technique, parce que c'est important. On a vu cette technique qui a... Peut-être que s'il n'y avait pas la VAR dans les matchs qu'on a vus, les scores seront totalement différents. Par contre, on pourrait éventuellement régler ce problème d'une autre façon. Allez, dites-nous. À l'accession. Il faut poser un cahier de charge à l'accession. C'est ce que je disais. Attendez. Dans le cahier de charge, il est stipulé que si tu n'as pas de stade, tu dois aller ailleurs. Mais ça a été appliqué à une certaine période. Oui, mais et ensuite, les critères d'homologation ont été changés. Pas une règle. Les critères d'homologation ont été changés. Mais là, vous abordez un... Non, je n'aborde rien du tout. Parce qu'en parlant de cahier de charge... Je vais vous donner la parole, Abdellah. Je vais vous donner la parole. Je dis simplement, on veut hisser le niveau de notre football. On veut éviter
éviter les contestations et les problèmes qui sont engendrés par les contestations. Il y a une solution appliquée de par le monde, ça s'appelle la vidéo assistance. Pourquoi ne pas, la fédération est en train de mettre de l'argent pour mettre à disposition cette technique. Maintenant, si pour une exception ou deux exceptions, parce que tu ne peux pas l'imposer au 5 juillet et ensuite ne pas l'imposer ailleurs, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Le 2 poids et 2 mesures, on peut pas le faire. Donc là, il faut réellement trouver une solution du juste milieu, mais ne pas se priver de la technique de vidéo surveillance. Allez. Actuellement, sur les 16 clubs qui sont en division 1, combien de stades pourront accueillir la VAR? Il y a une dizaine de stades. Oui, je pense une dizaine. Non? Il y a une dizaine. Ça, c'est technique. Je pense qu'il y a la commission technique. Donc il y aura peut-être 5 ou 6 clubs qui seront pénalisés. Quand on parle de cahier de charge, il faut parler d'un cahier de charge spécifique à l'ensemble d'un club professionnel. Oui. Pas uniquement concernant les non, mais bien terrains. sûr, bien sûr. Bon, aujourd'hui, le Mouloudia a eu la chance d'avoir un terrain donc, qui s'apprête non seulement à la VAR, mais à pouvoir faire de grandes choses sur le stade de Lille-la-Pointe. De Douala. Donc, que tous les clubs, par la suite, soient dotés d'une infrastructure, peut-être pas la même infrastructure, mais une infrastructure qui peut accueillir éventuellement, en parlant de la VAR, là oui. Mais en attendant, il faut trouver quand même, il faut trouver des solutions. Si on veut l'appliquer à partir de la saison prochaine, la seule solution que je vois aujourd'hui, c'est de les faire délocaliser sur la ville la plus proche. Ce que je disais, c'est ce qui est valable pour la VAR est valable pour l'éclairage aussi. L'éclairage. Voilà. Donc je suis en train de dire ça. Oui, Gilles, allez rapidement. Sincèrement, si on veut évoluer et hisser le niveau de notre football, il y a des décisions qu'il faut prendre unilatérales. Parce que là, on est professionnel, on ne l'est pas. Et c'est ce que disait Mziane tout à l'heure. On peut analyser certains clubs, mais les conditions sont là. C'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec des pincettes. Il est gros, franchement, professionnel. Oui, non, mais c'est difficile. Je constate que c'est difficile. Même le président est d'accord que c'est difficile. Mais ça se discute, président. Bien sûr, ça se discute. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. On passe à un autre point. Bien dans les stades où il y a la possibilité. Quand il n'y a pas de possibilité, là, pas de maquage. On passe à un autre point, président. Ces derniers temps, Mziane, il veut gêner personne. Ces derniers temps, président, on parle d'un éventuel changement de système de compétition. Alors, on en parle avec insistance, surtout, on va le dire, dans les réseaux sociaux, ça parle des clubs qui jouent l'accession, d'autres clubs qui jouent la relégation, des clubs en bas, dans les petites divisions, qui espèrent. Alors, qu'en est-il réellement de cette histoire de changement de compétition? Bien sûr, je parle de la saison 2024-2025. Très bien. Donc voilà, je vous confirme, c'est un projet en cours d'élaboration sur le bureau du président. Mais par contre, il faut passer par une assemblée générale extraordinaire parce qu'il faut impliquer tous les acteurs du football, même intégrer le collège technique, tous les acteurs, enfin. Pour changer cette pyramide. Parce que c'est vrai, Fatah, qu'on veuille ou le pas, la pyramide, elle est un peu déséquilibrée. Voilà. Quand on voit des clubs de D2, il y a un seul qui a la chance d'accéder. Bon, ça génère beaucoup de mauvaises pratiques derrière. Donc c'était ça un peu le but de penser à ce projet. Mais pour le moment, ça reste un projet. Voilà, ça reste au stade de projet. Voilà. Donc on a fait le tour de la question, on a parlé de tout. Un dernier mot que vous voulez lancer, Président, que ce soit pour les clubs, pour les supporters, pour tout le monde, pour tous les acteurs du football, très rapidement bien sûr. Voilà, donc un dernier mot. D'abord, je remercie encore une fois pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. L'appel, c'est que d'abord au club de continuer à collaborer avec la ligue professionnelle dans le bon sens, c'est important, et même aux supporters de soutenir leur club dans le fair play. Il faut donner une belle image parce que notre championnat il est regardé maintenant
par plusieurs nations. Ils regardent notre championnat, donc il faut donner une belle image. Et je pense avec la solidarité, la concertation, on va arriver à bon port. Et on va terminer le championnat de bonnes conditions, Inch'Allah. Merci beaucoup, Président. D'abord, merci avec tous vos occupations d'avoir répondu présent. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Mzian Abdelnour Jilali, merci pour cette belle soirée qu'on a passée, la première après Hélas, trop courte. Hélas, trop courte. Alors, merci à Souad Sahraoui, à Hanan Belkhiri, à toute l'équipe, notre rédacteur en chef Mokhtar Hamani, toute l'équipe ici au plateau. Merci à vous, madame, monsieur. Restez branchés sur Canal Algérie. On se voit dimanche prochain, même heure, même chaîne.